Ça, c'est votre comptable qui va le faire. Mais vous, ce que vous retenez en tant que chef d'entreprise, c'est que si je fais une perte, l'année prochaine, je fais un bénéfice, la perte, je peux l'imputer sur les bénéfices. Ça, c'est un avantage. Si on ne m'avait pas permis de le faire, ce n'est pas intéressant pour moi. L'année dernière, j'ai suivi des pertes. Cette année, il faut que les pertes que j'ai suivies, quand même, que je puisse les imputer sur mon bénéfice de cette année, et ça va me permettre de payer moins d'impôts. Okay? Mais on peut faire face à un gros déficit qui va s'imputer sur une durée très longue. Mais l'administration aussi ne veut pas perdre de l'argent. Il va vous dire, je vous donne la possibilité de le faire, mais sur 3 ans. Au-delà de 3 ans, vous perdez le déficit, même si vous n'avez pas pu l'absorber en totalité. Okay? Donc le premier cas, c'est vous partez d'un résultat comptable, vous tombez à la fin sur un résultat fiscal déficitaire. OK? Ici, on est parti d'un résultat comptable de 12 millions. À force de réintégrer, on a un résultat bénéficiaire de 16 millions. On aurait pu partir sur un résultat comptable bénéficiaire de 12 millions, faire des réintégrations et des déductions et aboutir sur un résultat fiscal négatif. Parce que les déductions seront supérieures aux réintégrations. Donc, on sera dans le cas d'une situation déficitaire. Okay? Deuxième cas de figure qui peut se poser, c'est si on a un bénéfice fiscal positif. Hein? Donc, on fait nos réintégrations, nos déductions, il en reste encore. C'est notre cas ici, 17 millions. Donc, si par ailleurs l'entreprise avait supporté des pertes l'année dernière ou les années passées, ces pertes-là, elle va les déduire. Cette entreprise-là, si en 2018, elle avait fait une perte de 14 millions, elle ne va pas payer les impôts sur 16 millions, sur 19 millions. Elle va faire 19 millions moins 14 millions, et c'est la différence qui va servir de base de calcul de l'impôt sur les sociétés. Donc, les déficits antérieurs, on les a répartis en 2 lots, les déficits ordinaires et les amortissements, on va les déduire. Si le résultat est positif, elle paiera 30% de ce résultat-là. Donc, soit le résultat il est positif ou il est négatif, ou il est nul, pardon. Okay? Donc, on déduit les déficits antérieurs jusqu'à hauteur du solde qui est là. Le résultat fiscal numéro 1, on va dire. Hein? Okay. Donc c'est ça le principe de déductibilité des déficits antérieurs. Oui. Sur comment déterminer le résultat fiscal, on part du résultat comptable, on regarde les charges qui ne remplissent pas les conditions, on les réintègre. On regarde les produits qui sont exonérés, on les déduit. On obtient un premier résultat fiscal. Selon le solde est négatif, on a une perte. On va le garder pour l'année prochaine ou les années à venir. Si c'est un bénéfice, on regarde si on avait subi des pertes l'année dernière ou les années antérieures. Si c'est le cas, on déduit les pertes. S'il reste quelque chose maintenant, c'est ça la base définitive de calcul de l'impôt. Okay? Alors, oui? Une fois qu'on a maintenant déterminé notre résultat fiscal définitif, on peut passer au calcul de l'impôt. L'impôt sur les sociétés est de 30% au Sénégal. Impôt sur les sociétés. Vous avez votre résultat fiscal définitif, vous devez appliquer 30% là-dessus pour connaître le montant de l'impôt sur les sociétés à payer. Bon, il y a une dérogation pour les entreprises franches d'exportation. Ce sont les entreprises qui exportent à hauteur au moins 80% de leur chiffre d'affaires. Donc pour les encourager, pour encourager l'exportation au Sénégal, on allège les charges fiscales de ces entreprises-là. Non seulement elles ne payent pas de TVA, puisque c'est destiné à l'export, mais sur l'impôt sur les sociétés, leur taux est de 15% au lieu de 30%. Donc on réduit la charge fiscale de moitié pour ce qui concerne les impôts sur les sociétés.
Maintenant, si c'est une perte fiscale, ça revient à votre question. Si le résultat est déficitaire, vous ne payerez pas l'impôt sur les sociétés, mais vous payerez ce qu'on appelle l'impôt minimum forfaitaire. Donc, dans tous les cas, vous payerez un impôt. Soit c'est l'IS ou l'impôt minimum forfaitaire. OK? Maintenant, comment est déterminé l'impôt minimum forfaitaire? Sur la base du chiffre d'affaires. C'est 0,5% du chiffre d'affaires qui constitue l'impôt minimum forfaitaire. C'est pour ça, sur la déclaration de tout à l'heure, on vous demande le chiffre d'affaires. C'est pour pouvoir déterminer également le montant de l'impôt minimum forfaitaire. Donc, si vous êtes bénéficiaire, vous payez 30%. Si vous êtes déficitaire, vous payez l'impôt minimum forfaitaire, qui est calculé sur la base de 0,5% du chiffre d'affaires. Et en aucun cas, ce montant ne peut être supérieur à 5 millions. Donc, si vous faites une perte, vous ferez 0,5% de votre chiffre d'affaires. Si le montant est supérieur à 5 millions, vous vous arrêtez à 5 millions. S'il est inférieur ou égal à 5 millions, c'est ce montant-là que vous payerez. Si le montant de l'impôt sur les sociétés est inférieur à l'IMF, c'est l'IMF que vous allez payer. Si vous faites 30% de votre bénéfice fiscal, il est de 2 millions, alors que 0,5% de votre chiffre d'affaires est de 4 millions, vous ne payerez pas 2 millions, vous payerez 4 millions. Impôt minimum forfaitaire, ça veut dire le minimum d'impôt que vous pouvez être amené à payer. Le minimum d'impôt que vous pourrez être amené à payer, c'est l'impôt minimum forfaitaire. Si vous êtes en perte, dans tous les cas, vous payez l'IMF. Mais si vous êtes en bénéfice et qu'on se rend compte que 30% du bénéfice est inférieur à l'IMF, c'est l'IMF qu'il faudra payer. Parce que c'est le minimum. Il n'y a pas de maximum en impôt sur les sociétés, mais il y a un minimum. C'est l'impôt minimum forfaitaire. C'est clair ici? Ça répond à votre question si l'entreprise est déficitaire. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Le minimum forfaitaire, l'impôt minimum forfaitaire à payer. Même une entreprise qui démarre avec, par exemple, un capital de 10 millions et qui fait, par exemple, un bénéfice inférieur, par exemple, à l'impôt minimum forfaitaire. Une entreprise qui démarre. Et forcément, il va payer l'impôt minimum forfaitaire. Et on a introduit des exonérations, notamment pour les entreprises nouvelles qui viennent de se créer ou les startups. Donc, je suis en train de répondre à la question de tout à l'heure sur les startups. Donc, depuis janvier 2020, si vous créez une entreprise nouvelle, vous êtes exonéré de l'impôt minimum forfaitaire durant 3 ans à partir de la date de création. Donc, vous qui n'êtes pas encore en entreprise, vous serez concerné par cette loi-là. Ça, c'est vraiment une faveur qu'on a accordée aux PME, pour leur faciliter un peu le démarrage. Donc ça, c'est le principe de calcul de l'impôt minimum forfaitaire. S'il se trouve que vous êtes une PME nouvellement créée, durant les 3 premières années à venir à compter de la date de création, vous ne payerez pas l'impôt minimum forfaitaire. Mais si vous faites un bénéfice et que 30% du bénéfice est supérieur à l'impôt minimum forfaitaire, vous payerez l'impôt sur les sociétés. L'exonération ne concerne que l'impôt minimum forfaitaire et non l'impôt sur les sociétés. Il faut faire la différence entre impôt sur les sociétés et impôt minimum forfaitaire. On est d'accord? Et ça ne concerne que les entreprises qui ne relèvent pas du centre des grandes entreprises, donc les PME, quoi. Les grandes entreprises ne sont pas concernées. Donc les grandes entreprises, c'est au-delà de 2 milliards au Sénégal. Jusqu'à 2 milliards, on est PME. Donc, c'est clair comment on détermine l'impôt. On a vu comment on détermine la base de l'impôt. On a vu comment on calcule l'impôt. C'est en faisant 30% de la base. Si c'est inférieur, si c'est un déficit, on paiera l'impôt minimum forfaitaire. Si le montant est inférieur à 30% du résultat fiscal, on paiera l'impôt minimum forfaitaire. Sauf que pour les entreprises nouvelles maintenant, elles sont exonérées de l'impôt minimum forfaitaire sur une durée de 3 ans. Une fois que vous avez calculé l'impôt, comment cet impôt est payé?
Il y a une question? Oui. Ok. Tamsir Touré, il demande est-ce que cet exercice se fait au bilan à la fin de l'année? Il se fait toujours en fin d'année. Puisque le bilan, les comptes sont clôturés le 31 décembre et arrêtés au plus tard le 30 avril. Donc jusqu'au 31 décembre, on n'est pas censé connaître le résultat. Okay? C'est au moment de déposer le bilan, au 30 avril, qu'on peut connaître le résultat fiscal et donc connaître le montant de l'impôt à payer. Pour ça, vous avez donc jusqu'au 30 avril pour le faire. Autre question? C'était seul. Une fois que vous avez calculé le montant de l'impôt, maintenant il faut le reverser. Comment payer l'impôt sur les sociétés? L'impôt sur les sociétés se paye par acompte. Le premier acompte a lieu le 15 février de chaque année. Il est déterminé comment? En faisant le tiers de l'impôt du dernier exercice, tout en sachant que le montant ne doit pas être inférieur à l'IMF. Donc, si on reprend un peu notre schéma, donc ça c'est l'année 2018, l'année 2019. Donc ça c'est décembre et janvier. Ça c'est janvier. Donc on est en 2020. Ça c'est février. Ça c'est avril. Donc les comptes sont clôturés le 31 décembre. Okay? On a jusqu'au 30 avril pour déposer les bilans au niveau des impôts. Mais l'administration fiscale ne va pas attendre le 30 avril pour vous demander de payer les impôts. Parce que l'administration fiscale doit alimenter un budget, c'est le budget de l'État. Or, les salaires n'attendent pas le 30 avril, les salaires sont payés tous les mois, les fonctionnaires. Il faut bien qu'on trouve de l'argent. Donc l'administration va demander aux entreprises et aux contribuables de façon générale d'anticiper sur le paiement de l'impôt. Donc le résultat que vous allez réaliser en avril et l'impôt qui va en dégager, vous allez me le payer par acompte en me faisant des provisions. C'est pour ça qu'on l'appelle acompte prévisionnel. Okay? Donc l'administration vous dit au plus tard le 15 février de chaque année, il faut me faire une avance de l'impôt sur les sociétés que vous allez payer sur l'année 2019. Mais l'année 2019, je ne connais pas encore le résultat, puisque je suis au mois de février. Mon comptable n'a pas encore sorti mon bilan. Donc sur quoi je vais me baser pour calculer un impôt, à votre avis? Oui? Sur le résultat de l'année 2018. 2018, j'avais fait un bénéfice fiscal. J'avais un impôt sur les sociétés de 30 millions. OK? Donc l'administration me dit, le dernier impôt connu, c'est celui de 2018. Donc en février, vous allez me verser un tiers de 30 millions. OK? Arrivé en avril maintenant, vous allez me verser un deuxième acompte. Et arrivé au mois de juin, vous allez me solder. Ici, c'est le deuxième acompte provisionnel. Ici, c'est le premier acompte provisionnel. Donc cet acompte-là et cet acompte-là sont calculés sur la base du bénéfice réalisé en 2018 et des impôts de 2018, mais payés en 2019. Maintenant, le 30 avril, est-ce que c'est clair pour le premier acompte? Donc, que vous soyez en entreprise individuelle ou en société, l'impôt se paye toujours par acompte. Le premier acompte intervient le 15 février et il est égal au tiers de l'impôt payé l'année précédente, l'année d'imposition. Ici, l'année d'imposition, c'est 2019, l'année précédente, c'est 2018. Ce qui veut dire que si vous avez commencé votre exercice en 2019, vous n'aurez pas à payer le premier acompte, puisqu'il n'y avait pas d'impôt, il n'y a pas de base en 2019. On va attendre de connaître le bilan de 2019 pour que vous payiez l'impôt. OK? C'est clair? Le deuxième acompte, on vous dit de faire exactement la même chose que le premier acompte. Toujours le tiers
de l'impôt de 2018. Sauf que on vous dit, si le premier acompte est égal ou supérieur à l'impôt sur les sociétés dû, vous n'avez pas à le verser. Parce que déjà, le premier acompte couvre le montant de l'impôt. Le 30 avril, au plus tard, on connaît maintenant notre résultat. On connaît notre bilan, on connaît notre résultat, on connaît le montant de l'impôt à payer. Si le tiers là couvre cet impôt-là de 2019, il ne faut pas verser le deuxième acompte, sinon vous payez plus que vous ne devez. Donc là, vous en êtes dispensé. Donc ici, admettons que le résultat fait apparaître un impôt de 5 millions. Vous aviez versé un tiers de 30 millions, c'est 10 millions. Vous n'allez pas encore verser 10 millions. Puisque vous savez qu'au total, c'est 5 millions que vous devez à l'administration. Or, vous avez déjà avancé 10 millions. C'est l'administration qui vous doit 5 millions. Vous n'allez pas encore creuser votre crédit. Vous allez vous arrêter là, mais il faut introduire un courrier pour dire à l'administration de vous dispenser du versement du deuxième acompte parce que le premier acompte sera supérieur au montant de l'impôt dû, qui est celui de 2019. Donc ça, c'est l'impôt de 2019. Okay? 30 juin, vous n'aurez rien à verser, puisque vous avez déjà versé 5 millions de plus. Donc vous avez un crédit d'impôt que vous allez garder pour l'année prochaine. En 2021, quand vous allez payer l'impôt de 2020, vous allez demander à l'administration de défalquer les 5 millions que vous aviez versés en trop, sous forme de crédit d'impôt. C'est clair? Si en avril vous vous rendez compte, votre bilan va faire ressortir une perte, donc il n'y a pas d'impôt sur les sociétés à payer, et comme vous aviez déjà versé 10 millions, qui couvrent entièrement le montant de l'impôt, vous n'allez pas encore vous mettre à reverser un deuxième acompte. Mais si vous ne faites pas ce courrier-là, l'administration va vous demander de verser encore 10 millions. Donc ça va faire 20 millions, moins 5 millions, vous aurez un crédit de 15 millions. Et c'est de l'argent que vous perdez, puisque vous n'avez pas souscrit à la déclaration de demande de dispense. Donc, surveillez toujours la date du 30 avril. Même si votre comptable n'a pas tout à fait clôturé les comptes, demandez-lui de vous donner une tendance. Si vous êtes sûr que vous n'allez pas payer un impôt sur cette année-là, ou alors que le premier acompte que vous avez versé couvre largement le deuxième acompte ou le montant de l'impôt, introduisez la demande de dispense du deuxième acompte. Et maintenant, le solde est payé le 15 juin au plus tard, après avoir défalqué les acomptes. Donc, on connaît l'impôt. Si ici, le montant de l'IS était de 50 millions, par exemple, on sait qu'on a versé un premier acompte de 10 millions, on a versé un deuxième acompte de 10 millions, donc 50 moins 20, il reste 30 millions. Les 30 millions-là, vous allez les verser le 15 juin au plus tard. Ici, vous allez verser un deuxième acompte parce que vous savez que le montant de l'IS sera supérieur au premier et au deuxième acompte cumulé. Donc, vous reversez exactement le même montant. Voilà le système de paiement des acomptes. Oui, passez-lui le micro. Oui. Oui. Non. Ouais, le premier acompte, il faut le payer. La dispense n'est valable que pour le deuxième acompte. Que pour le deuxième. Malheureusement, oui. C'est bon? Ce premier acompte-là aussi ne doit pas être inférieur à l'impôt minimum forfaitaire. Si vous faites un tiers de l'impôt de 2018, vous vous retrouvez avec 1 million. Alors que 0,5% de vos chiffres d'affaires de 2019 est de 3 millions,
vous n'allez pas verser 1 million, vous allez verser 3 millions. Le minimum toujours que vous devez verser doit correspondre à l'impôt minimum forfaitaire. Maintenant, si vous êtes dans la situation d'exonération, notamment les entreprises qui sont créées nouvellement, elles n'auront pas à verser l'IMF. Elles en sont exonérées. Okay? S'il y a des questions sur ça, sur le paiement des impôts, c'est valable aussi pour l'entreprise individuelle. Hein? Oui. Oui. Je dis, par exemple, au cas où, par exemple, on a un crédit d'impôt, maintenant, l'année dernière, par exemple, maintenant, cette année, par exemple, on subit un déficit. Comment l'État va nous régulariser? Oui, de l'année dernière. Alors que l'année-là, on a subi une perte. Donc, si vous avez un crédit d'impôt qui découle d'une perte que vous aviez réalisée l'année dernière, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Oui. Alors, cette année-là, on ne paye pas d'impôt, on paiera l'impôt minimum forfaitaire. Mais on a un crédit d'impôt qu'on peut imputer sur l'impôt minimum forfaitaire de fin d'année. On va demander à l'administration de faire la compense. Okay? Je dois à l'administration me doit. Okay? J'ai la possibilité de demander une compense. Que le crédit d'impôt soit affecté sur le montant de l'impôt à payer. Le crédit d'impôt, il sert à ça. Vous l'avez réalisé cette année, il va servir pour les années ultérieures. Si toutefois il y a des impôts à payer. S'il y a un impôt à payer, vous défalquez le crédit d'impôt de l'année dernière ou des années antérieures. OK? Donc, le crédit d'impôt, on ne vous le paye pas en liquidité. Vous l'absorbez. Maintenant, si vous êtes sûr que vous ne pouvez pas l'absorber, parce que vous êtes tout le temps déficitaire, par exemple, vous pouvez demander un remboursement du crédit d'impôt. Là, c'est une autre procédure. Vous faites un courrier motivé, vous demandez qu'on vous restitue le crédit d'impôt. Là, on vous rembourse avec un chèque, okay? Ou une attestation de détaxe. C'est clair? C'est valable pour la TVA, on le verra également. Vous avez la possibilité de vous faire rembourser un crédit d'impôt par imputation ou par remboursement. L'imputation, c'est qu'il y a un impôt qui est dû, l'État vous devez, vous imputez le crédit sur le montant dû à l'État. Ou alors vous demandez à l'État tout simplement de vous rembourser le crédit d'impôt parce que vous êtes tout le temps en situation structurelle de déficit. Et ce crédit d'impôt, vous n'allez pas pouvoir vous le faire rembourser par imputation. Donc vous demandez un remboursement. Bon, avec le risque maintenant que les demandes de remboursement peuvent déclencher une vérification fiscale aussi. L'administration ne va pas vous rembourser les yeux fermés. Hein. Elle va vérifier est-ce que votre demande est fondée. Donc, elle peut venir chez vous contrôler votre comptabilité pour voir si réellement c'est elle qui vous doit. Maintenant, si par malchance l'administration se rend compte qu'il y avait des charges non déductibles que vous n'avez pas réintégrées, donc elle va vous redresser parce qu'elle va recalculer les résultats fiscaux de toutes ces années-là. Il se pourrait même que votre crédit d'impôt ne soit pas suffisant pour absorber le montant dû. Oui. Il y aura une amende. Si vous êtes en infraction, toujours amende. Ouais. Parce que vous avez triché, l'administration vous réclame l'impôt indu que vous avez dissimulé et va vous sanctionner avec une amende. Vous allez payer. C'est clair? S'il n'y a pas de questions en ligne, on peut avancer. Non, il n'y en a pas. OK. C'est bon jusque-là? Comment déterminer le résultat? Comment le calculer? Comment le payer? L'impôt sur les sociétés. Même principe que pour l'impôt sur le revenu. Même méthode de détermination, mais ce n'est pas la même chose pour le calcul. Et c'est ça qu'on va voir comment on détermine l'impôt sur le revenu.
Oui. 1er janvier 2020. Lors de la loi des finances de 2020, là. La loi est entrée en vigueur depuis décembre. L'impôt sur le revenu est calculé en tenant compte de la progression du revenu. Vous avez bien vu que pour l'impôt sur les sociétés, c'est un taux fixe de 30%. Ici, c'est un taux progressif. Ce n'est pas un seul taux, mais c'est plusieurs taux. Mais ce taux ne doit pas dépasser 40% du revenu. C'est ça qu'on appelle le bouclier fiscal. Si on vous dit le bouclier fiscal au Sénégal, c'est 40% du revenu. Alors, il y a donc un barème qui sert de calcul pour l'impôt sur le revenu. Donc, vous êtes entreprise individuelle, vous ne payez pas l'impôt sur les sociétés, mais vous payez l'impôt sur le revenu. Donc, voilà comment sera déterminé votre impôt. Donc, on va prendre le résultat net et on va l'imposer par tranche. La première tranche, elle est exonérée d'impôt. Autrement dit, sur 630 000, vous ne payez pas d'impôt. Entre 600 000 et 1 500 000, vous payerez 20%. Ensuite, entre 1 500 000 et 4 millions, 30%, ainsi de suite jusqu'à 40%. Donc, c'est votre revenu là, net, okay, qui est divisé en tranches. Okay. Et maintenant, c'est la somme des impôts intermédiaires qui fera l'impôt sur le revenu. On va illustrer, hein, vous allez mieux comprendre. C'est pas clair. Ah, il y a une erreur. C'est au-delà de 13 millions. C'est 40%. Ou peut-être, je vais regarder si il n'y a pas une erreur sur mon tableau. Ok, donc c'est de 8 millions à 13 millions, 37%. De 13 millions 500, donc au-delà de 13 millions 500, c'est 40%. Donc ici, c'est de 8 millions à 13 millions 500. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est lié à logiciel qui a expiré là. Bon, vous retenez, hein, je modifierai après. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, le premier élément à tenir en compte pour ce qui concerne le calcul de l'impôt sur le revenu, c'est la progressivité. Ensuite, il y a un élément qui entre en jeu, c'est la charge de famille. Donc, une fois qu'on a déterminé le montant de l'impôt qui est là, il faudra déduire un montant qui va correspondre à la charge de famille du chef d'entreprise, hein, de la personne physique. Alors, le salarié, lui, le célibataire, pardon, il ne bénéficie pas de réduction d'impôt parce qu'on suppose qu'il n'a pas de charge. Bon. Le marié, oui, il a son épouse ou son époux en charge. Donc, lui, il bénéficie de 10% de réduction, plafonnée avec un minimum de 100 000
est de 300 000. Donc, il a une réduction comprise entre 100 000 et 300 000, ainsi de suite. Donc, ces quotients-là sont obtenus par rapport à ces situations-là. Donc, le célibataire, le divorcé, le veuf sans enfant à charge, c'est une part. Donc, avec une part, vous n'avez pas de réduction. On considère que vous n'avez pas de charge. Si vous êtes célibataire, si vous êtes marié sans enfant, vous avez droit à une part et demi. Si vous êtes célibataire ou divorcé avec un enfant à charge, vous avez une part et demi. Donc, ce qui veut dire que 0,5 là, c'est par rapport à l'enfant ou au conjoint. Okay? Si vous êtes marié ou veuf ayant un enfant à charge, donc vous avez 2 parts. Donc, plus le nombre de parts augmente, moins vous payerez d'impôts. Parce que la charge de famille augmente et donc vous avez plus de déduction. Maintenant, le nombre de parts ne doit pas être supérieur à 5. Donc, ça ne sert à rien d'être marié et d'avoir 14 enfants. Si on fait 14 fois 0,5 plus une part et demie, vous aurez plus de 5, mais l'administration va se limiter à 5 parts. Donc, voilà dans notre système fiscal comment on détermine la charge de... On peut être célibataire et à la fin du mois, distribuer ses enveloppes à l'oncle, à la tante, au village, etc. Mais ça, ce sont des charges qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'impôt, malheureusement. Bon. On a un peu adopté le système français qui détermine un peu les charges de famille en fonction du quotient familial. Donc, ce quotient familial, voilà comment il est déterminé. Oui. Je voulais demander, le chef d'entreprise d'une entreprise individuelle ne peut pas bénéficier comme les dirigeants d'une société, par exemple ce qu'on voyait, les logements de fonction et tout. Parce que c'est un salarié, statut de salarié. On l'a vu quand on faisait la pratique du contrat de travail. Le salarié, c'est quelqu'un qui peut contracter avec une autre personne. Donc, il faut 2 personnes distinctes. Okay? Ensuite, il faut une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération et un lien de subordination. Donc, déjà, l'entreprise individuelle, c'est une seule personne, ce n'est pas 2 personnes. Ensuite, le fait que ça soit une seule personne physique, il ne peut pas y avoir de lien de subordination. Donc, l'entrepreneur individuel ne peut pas avoir le statut de salarié. Donc, les avantages en nature, c'est pour les salariés. Or, comme lui, il ne peut pas l'avoir, le statut de salarié, il ne peut pas bénéficier également de ces avantages en nature-là. C'est clair. Voilà. Mais le dirigeant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, il y a 2 personnes distinctes, il peut être salarié de la société et donc la société peut prendre en charge son logement. En ce moment, il peut bénéficier de cet avantage en nature. Mais il y aura une conséquence sur son salaire, puisque l'avantage en nature a un caractère de salaire, donc qui dit revenu, dit impôt. Donc on verra que pour le calcul de l'impôt sur les salaires, on tiendra compte de cet avantage en nature-là, qu'on va évaluer sur la base d'un barème fixé par le ministère des Finances. Oui, derrière. Vous avez dit que pour l'entreprise individuelle, le taux de l'impôt sur le revenu, c'est de 20 à 40%. Maintenant, pour les sociétés, pour les entreprises qui payent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu est limité à 30%, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas aller au-delà de 30%. Oui. % du revenu. Okay? Il n'y a pas de plafond. C'est un droit proportionnel. Tandis que pour l'impôt sur le revenu, on vous dit que le taux est progressif.
Donc, il commence à 0% et il se termine à 40%. Mais si on fait la somme de l'impôt à payer, on doit le rapporter au résultat, au revenu. Le montant de l'impôt ne doit pas dépasser 40%. C'est ce que cela signifie. On ne doit pas payer plus de 40% de son revenu quand on est dans une situation d'impôt sur le revenu. Donc l'entrepreneur individuel, son taux d'impôt peut aller jusqu'à 40% en fonction de son niveau de revenu et de sa situation de famille. S'il est célibataire, il a un gros revenu, par exemple un revenu qui peut dépasser, on va dire 30 millions, s'il a un bénéfice de 60 millions, c'est sûr que si on fait le cumul, ça va aller peut-être jusqu'à 40%. Alors que s'il était en société, le taux maximum serait de 30% de ce revenu. C'est là où l'entreprise individuelle peut être un inconvénient sur le plan fiscal par rapport à l'impôt sur les sociétés. Ça l'était encore quand l'impôt sur les sociétés était de 25%. Ce qui expliquait à l'époque, beaucoup de gens qui étaient en entreprise individuelle passaient en société, parce que 25% c'était intéressant. Mais quand on est passé à 30%, c'est relatif. Bon, c'est rare d'arriver dans des situations où on peut atteindre 40%. Ça peut arriver, hein, mais après, il faut voir entre 40 et 30, bon, il y a 10% de différence, mais quand on a un gros revenu, là, on peut se dire, ce n'est pas intéressant de rester en entreprise individuelle, je préfère aller en IS, où mon taux est plafonné à 30%. C'est là un peu le critère qui peut entrer en jeu dans le choix. Oui, au fait, c'est ce que je voulais dire. Oui, je veux dire que il est beaucoup plus pour ceux qui ont de gros salaires. Donc c'est plus intéressant d'opter pour l'entreprise, d'aller sur l'impôt de la société au lieu de rester sur l'entreprise individuelle. C'est ce que je voulais dire. Fiscal. Donc, effectivement, ça peut être un critère de choix. S'il se rend compte qu'en étant entreprise individuelle, il paye plus d'impôts que s'il était en société, là, il peut envisager de changer de forme juridique. Parce que le taux d'imposition de l'IS serait inférieur au taux d'imposition de l'impôt sur le revenu. Parce qu'ici, il peut aller jusqu'à 35-40%, alors que là-bas, il est limité à 30%. Donc ça peut être un critère de choix de la forme juridique. Okay? Le critère fiscal peut intervenir à ce niveau-là. Oui. Concernant l'imposition pour les sociétés, l'IS, est-ce que ce taux est attribué indépendamment par chaque pays de l'UEMOA ou bien c'est l'Union même qui réglemente ça? Alors, au niveau de l'UEMOA, on n'est pas encore arrivé à l'harmonisation de la fiscalité directe. C'est la fiscalité indirecte qui est harmonisée. Il y a une directive donc, qui régit les pays de l'UEMOA pour ce qui concerne la fiscalité indirecte, où l'UEMOA fixe des taux. Même là encore, l'UEMOA n'impose pas un seul taux, mais donne des fourchettes. Maintenant, chaque État est libre de fixer son taux. Mais pour l'IS, l'impôt sur les sociétés qui est un impôt direct, chaque État a sa propre législation. Peut-être en Côte d'Ivoire, ils vous diront c'est 25%, au Sénégal 30%, au Mali, ils peuvent mettre un taux de 15%. Ce n'est pas réglementé par l'UEMOA. Okay? Donc, retenez que la charge de famille est calculée en fonction donc, de la situation de famille. La situation de famille vous attribue un quotient. Le même quotient vous permet de calculer le montant de la réduction d'impôt pour charge de famille. Donc, avec le barème que vous voyez là, en minimum et maximum. Donc, vous voyez la grosse différence qu'il y a entre le calcul de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est plus complexe, hein, avec la progressivité et les quotients de famille. Donc, pour schématiser,
comment on calcule l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés? Donc l'impôt sur le revenu s'applique pour les associés personnes physiques uniques de la SARL. Ils payent l'impôt sur le revenu calculé comme je l'ai montré tout à l'heure. Ou alors, si c'est les sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour l'IS, les associés payent l'impôt sur le revenu, provenant donc des bénéfices distribués. Ils paieront l'impôt sur le revenu sur la base du barème que j'ai montré tout à l'heure. Si vous êtes membre d'un GIE et que le GIE n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, donc le résultat qui sera déterminé à la fin de l'année, dispatché ou réparti entre les membres du GIE, chacun va payer l'impôt sur le revenu à son nom. Et on a vu comment on détermine le résultat. C'est donc le chiffre d'affaires ou les produits de façon générale, moins les charges réelles, puisque c'est sur la base d'une comptabilité. Le résultat qui sera obtenu va subir l'impôt sur le revenu. Si c'est une personne physique, si c'est une personne morale, on va répartir ce bénéfice et chaque associé va payer son impôt en son propre nom en appliquant le barème progressif que j'ai donné tout à l'heure. Donc voilà pour le calcul de l'impôt sur le revenu et quelles sont les personnes qui sont concernées. À l'opposé, vous avez l'impôt sur les sociétés qui s'applique d'office sur les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée avec 2 associés minimum, ou alors dans le cas d'une SURL avec un associé ayant opté pour l'IS, ou alors si un SARL unipersonnel et que l'associé unique est une personne morale, ou des sociétés de personnes ayant opté pour l'IS ou le GIE ayant opté pour l'IS. Dans tous les cas, le mode de détermination du résultat est le même. Produit moins charge. Bon, évidemment, on a vu que ces résultats comptables plus réintégration moins déduction qui donne le résultat fiscal. Ce résultat fiscal, si c'est un bénéfice, la société va payer 30%. Si c'est une perte, la société va payer l'impôt minimum forfaitaire qui est compris entre 0 et 5%. Donc, l'impôt sur les sociétés ou l'IMF, c'est une charge, bien que non déductible, mais le résultat comptable moins l'impôt vous donne le résultat comptable après impôt. Et donc, c'est ce résultat comptable qui est distribué. Soit on décide de le laisser dans l'entreprise pour renforcer les capitaux propres. Donc, il n'y a pas d'impôt à payer. On le laisse dans les capitaux propres, dans réserve légale, réserve statutaire ou report à nouveau. Ou alors, on décide de distribuer la totalité ou une partie du résultat aux associés. Chacun va recevoir ses dividendes et chacun va payer 10%. Les 10% là, c'est l'entreprise qui retient 10%, qui reverse. L'associé va recevoir des dividendes nets. Bon, ça, on l'a vu avec des exemples pratiques. Donc, globalement, schématiquement, voilà comment se détermine l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés pour ce qui concerne les entreprises. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Oui. Ma question est donc, lorsque vous avez créé une entreprise individuelle et que vous voulez la radier, si vous n'avez jamais payé d'impôts, est-ce que vous pouvez la radier sans avoir de soucis ou bien? Activité, une cessation d'activité, et vous informez l'administration de cette cessation d'activité. Une fois que c'est fait, tous les impôts dus sont immédiatement reversables. Okay? Maintenant, c'est là où il y a le danger. Si au moment d'informer l'administration, elle se rend compte que vous n'étiez pas à jour sur vos obligations fiscales, vous pouvez être redressé là-dessus. Okay? Donc, elle va faire un rattrapage sur les 4 dernières années, passer en revue tous les impôts qui auraient dû être versés et qui ne l'ont pas été, et vous faire un redressement là-dessus. Et c'est là où intervient le danger juridique. Si vous êtes en entreprise individuelle, donc vous allez vous dire, oui, l'entreprise a fermé, l'administration me poursuit, comme l'activité a cessé, elle s'arrête là. Elle ne s'arrête pas là.
c'est un créancier qui va vous poursuivre dans vos biens privés. Donc, elle peut demander au tribunal l'autorisation de saisir votre maison, par exemple, de vendre votre maison pour se faire rembourser. Okay? D'où le danger d'être dans ce type d'entreprise-là, où il n'y a pas de séparation du patrimoine privé avec le patrimoine de l'entreprise. Puisqu'en entreprise individuelle, il y a ce qu'on appelle l'unicité de patrimoine, qui fait qu'on ne distingue pas le patrimoine de l'entreprise avec celui du propriétaire. Okay? Donc ne soyez pas tentés à dissimuler vos impôts. Hein. On peut toujours vous rattraper. C'est bon, j'ai répondu à votre question? Oui? Et si on a comment débuté notre activité et qu'on n'a jamais créé l'entreprise, comment ça marche? Oui. Et après, on veut genre officiellement créer l'entreprise. Est-ce qu'on va nous demander de payer? Qui concerne l'amnistie fiscale, notamment pour ceux qui avaient choisi d'être dans l'informel et qui décident de se formaliser. Est-ce que l'administration peut vous poursuivre dans le passé? Théoriquement, oui. Bon, il y a quelques années, ils avaient voulu favoriser quand même la formalisation des entreprises en leur disant, si vous venez vers nous, déclarez vos revenus, votre activité en tout cas, on vous exonère des impôts passés. On met table rase là-dessus. Mais ça, il y avait une loi spécifique qui était prévue pour ça. Mais comme cette loi-là, elle n'existe plus, donc théoriquement, si vous êtes dans l'informel et que vous décidez de vous formaliser en gardant les mêmes activités, et que l'administration se rende compte que cette entreprise-là qui vient se déclarer maintenant avait commencé ses activités bien avant. Donc, elle a collecté de la TVA qu'elle n'a jamais reversée. Elle a fait des bénéfices, elle n'a jamais payé d'impôt sur les bénéfices là-dessus. Sur les 4 dernières années, il y a un risque de se faire redresser là-dessus. Donc, il vaut mieux ne pas s'aventurer dans l'informel alors. Voilà. Donc, le mode de détermination de l'impôt que nous avons vu, que ce soit pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu, est valable pour ceux qui sont au réel. On est d'accord? C'est pour ça que j'insiste toujours sur le mot réel ici. Ça suppose qu'on tient une comptabilité, on dépose un bilan en fin d'année, et sur la base de ce bilan, notre impôt est calculé. Donc, sur la base d'un résultat réel. À côté, vous avez l'autre régime fiscal qui est le régime de la contribution globale unique. Ici, ce n'est pas le résultat réel qui nous intéresse, mais c'est un résultat forfaitaire basé sur le chiffre d'affaires. Okay? Donc, pour rappeler, le régime de la contribution globale unique concerne les entreprises individuelles, personnes physiques, qui œuvrent dans les prestations de services ou les achats et reventes de marchandises, donc des commerçants, et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions l'année. Voilà les 3 critères qu'il faut remplir. Critères de forme juridique, critères d'activité, critères de chiffre d'affaires. Si vous optez pour ce régime-là, vous allez payer évidemment un impôt sur le revenu. Mais cet impôt sur le revenu n'est pas déterminé sur la base du tableau progressif que je vous ai montré tout à l'heure, mais sur la base du chiffre d'affaires. Okay? On le verra tout à l'heure. Pourquoi il est appelé impôt global unique? Parce que c'est un seul montant que vous allez payer, mais qui va regrouper 6 impôts. Si vous êtes au réel, vous payez la TVA à part, vous payez l'impôt sur le revenu à part, vous payez la SEL à part, la contribution forfaitaire, vous la payez à part. Si c'est une entreprise qui est soumise à licence, vous payez la licence à part. Et vous payez un impôt sur le revenu qu'on appelle impôt minimum fiscal, qui n'a rien à voir avec l'impôt minimum forfaitaire. Hein? C'est les noms qui se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. Ça, c'est quand vous êtes au réel, vous payez séparément. Donc, on voit bien que le réel est lourd. Alors que si vous êtes à la CGI, comme c'est des petits contribuables, on va leur simplifier la vie. On va leur dire, écoutez, vous payez un seul impôt,
et sachant que cet impôt-là englobe les 6 impôts que vous aurez dû payer individuellement. Donc la charge fiscale, elle devient beaucoup moins lourde. Il y a des gens qui tiennent difficilement. Hein. Je ne sais pas si on peut arrêter à 13h ou... Oui, il est 13h. On est censé aller jusqu'à 14h. Comment il s'appelle? Monsieur Diop. Bon, on a beaucoup de choses à voir. Demain, c'est le dernier cours aussi. Hein. Je pense qu'on va baliser et puis éventuellement revenir. Sinon, on risque de terminer le cours en queue de poisson. Là. Donc, c'est ça un peu l'impôt global unique. On voit l'intérêt. L'intérêt, c'est la souplesse. Et la charge fiscale, elle est moins élevée. Ensuite, on a des obligations comptables très simplifiées. Ici, on ne vous demande pas un bilan en fin d'année. On ne vous demande pas de déposer des déclarations de TVA tous les mois. Okay? Puisque les impôts que vous êtes supposé payer tous les mois sont payés globalement en une seule fois l'année. Donc ça, c'est pour favoriser les petits contribuables. Donc ça peut être un critère de choix de l'entreprise individuelle aussi. Donc quelqu'un me posait la question, quelle est la forme juridique la meilleure? Elle n'existe pas. Mais dans une situation où vous démarrez avec une activité très faible, un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 50 millions, okay, il vaut mieux peut-être démarrer avec la contribution globale unique, puisque c'est plus souple, plus léger. Au lieu de payer les impôts séparément, vous payez un seul impôt qui va regrouper 6 autres impôts. Donc ici, ça peut être un critère déterminant dans le choix de la forme juridique de l'entreprise individuelle. Parce qu'on sait qu'en société, on ne peut pas être à la contribution globale unique. Si on est en société personne morale, on est obligatoirement au réel. Donc la CGI n'est valable que pour l'entreprise individuelle personne physique, qui remplit les 2 autres critères de chiffre d'affaires et d'activité. Donc si mon métier c'est prestataire de services et que sur l'année, je ne parviens à faire que 30 millions de chiffre d'affaires, j'ai peut-être intérêt à être à la CGI plutôt qu'au réel. Puisqu'au réel, je peux payer jusqu'à 40% de mon résultat net. Alors que ici, peut-être le montant de l'impôt global, on va le voir tout à l'heure, c'est 5% du chiffre d'affaires pour les prestataires et 2% pour les commerçants et les producteurs. On voit, si on est les deux, on regarde le principal. Et c'est l'accessoire qui suit le principal, comme on dit. On regarde l'activité qui domine le plus. Okay? Si la prestation est accessoire par rapport au commerce, on va vous appliquer le taux du commerce. C'est clair ici? Oui? Donc, contribution. C'est 5% pour les prestataires et 2% pour les commerçants. Oui? Je demandais que est-ce qu'une SUAL peut-être pour choisir la contribution globale? C'est une personne morale. Les personnes morales ne peuvent pas être éligibles à la CGI. SARL, SAGIE, tout ça là, vous ne pouvez pas. Oui, il y a l'unicité de patrimoine. C'est pour ça que je dis que c'est un critère parmi d'autres. Ne vous focalisez pas uniquement sur un seul critère. Si vous vous focalisez sur le critère fiscal et vous oubliez le critère juridique, ça peut créer des soucis. Maintenant, si c'est une entreprise individuelle, avec un entrepreneur individuel prudent, qui ne contracte pas des dettes n'importe comment, il n'y a pas de risque juridique particulier concernant cette personne-là. Okay? Ce risque-là aussi ne doit pas vous freiner aussi. Hein? Il faut bien l'analyser. C'est dans le cas où vous avez une activité où vous engagez des contrats avec des tiers. Là, vous mettez en avant votre responsabilité personnelle. Là, c'est un critère décisif pour vous.
Ne regardez pas en ce moment que le critère fiscal. Même si la fiscalité est simple pour vous, mais le fait que vous avez une activité qui vous met en contact avec d'autres personnes et que vous signez beaucoup de contrats, vous prenez des engagements juridiques qui peuvent engager votre propre responsabilité, là c'est dangereux d'être en entreprise individuelle. Okay? Donc il y a vraiment une analyse à faire selon la situation de la personne. Il y a une question derrière? Oui. Pour la CGA, vous avez pour les critères d'activité, vous avez parlé de commerce, achat et vente et de prestation de services. Mais ici, vous avez rajouté les producteurs. Donc les producteurs peuvent opter pour la CGA, la CGI. Pour ajouter sur l'autre critère, vous avez mentionné seulement les achats et les ventes. Mais je pense qu'ils ont omis d'enlever éventuellement les producteurs. Mais quand vous regardez la CGI, ceux qui sont éligibles, on ne cite pas les producteurs. Hein. On cite les prestataires et les commerçants. C'est peut-être une erreur de rédaction. Alors, donc voilà comment on calcule la CGI en fonction de l'activité. On a un taux qui s'applique sur le chiffre d'affaires annuel. Mais dans tous les cas, le montant de l'impôt ne peut pas être inférieur à 30 000 pour les prestataires et 25 000 pour les commerçants. Donc, si on est à la CGI, on paiera toujours un impôt. Le minimum, c'est 30 000 ou 25 000 en fonction de l'activité. Donc ici, même si dans la réalité, on a fait une perte, on paiera un impôt quand même. Puisque l'impôt n'est pas calculé sur le résultat net, mais il est calculé sur le chiffre d'affaires. Or, le chiffre d'affaires ne nous permet pas de savoir si on a fait un bénéfice ou une perte. Ouais, d'accord. Le résultat net qui nous permet de savoir si on a fait un bénéfice ou une perte, c'est de faire chiffre d'affaires moins charge. Mais ça, c'est ceux qui sont au réel. Mais du moment qu'on a opté pour le forfait, la CGI, donc on ne calcule plus l'impôt sur la base du résultat réel, mais sur la base du chiffre d'affaires. On ne peut pas tout avoir en réalité, c'est ce que cela veut dire. Okay? Si on opte pour un régime, il y a des avantages et des inconvénients. On prend tout. Ou alors on laisse tout. Mais on ne peut pas dire je veux avoir les avantages du réel, et les avantages de la CGI. Les deux ne peuvent pas aller ensemble, c'est soit l'un ou l'autre. Chaque régime a ses avantages et ses inconvénients. Ici, le principal inconvénient, c'est quoi selon vous? Lui, il dit l'unicité du patrimoine. Mais même si on est entreprise individuelle au réel, l'unicité du patrimoine ne change pas. Donc, ce n'est pas ici la différence. L'unicité de patrimoine, il est juridique, il n'est pas fiscal. OK? Oui? C'est basé sur le chiffre d'affaires. C'est que dans la réalité, même si vous faites une perte, vous paierez toujours un impôt. Bon, l'autre gros inconvénient, on le verra, c'est quand on est à la CGI, on supporte de la TVA, on ne peut pas la récupérer. OK? Alors que si on est au réel, on peut récupérer de la TVA. Ça, c'est un deuxième inconvénient de la contribution globale unique. Maintenant, quel est l'avantage de la contribution globale unique? Voilà, l'impôt n'est pas élevé quand même. On a vu 5%, 2%. Ce n'est pas comme l'IR où on peut aller jusqu'à 25, 30, 40% du résultat net. Ce n'est pas comme l'IS où on peut payer 30% de l'IS avec un minimum d'impôt minimum forfaitaire. Si on est déficitaire ou pas, on paye l'impôt. Donc ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, c'est un système qui n'est pas lourd.
On ne vous demande pas beaucoup de formulaires à remplir, etc. C'est un seul formulaire, et je vais vous le montrer, que vous remplissez, qui vous sert de déclaration au niveau de l'administration fiscale. Alors que si on est au réel, tous les mois, on doit déposer une déclaration de TVA, par exemple. À la fin de l'année, on doit déposer le bilan. On doit déposer la déclaration de patente, etc., etc. Ici, il n'y a que ça. On a un formulaire, on le remplit. Il y a des informations qu'on vous demande. Vous les remplissez et puis voilà, vous déposez et sur cette base-là, vous payez votre impôt. Bon, je vais vous sortir un formulaire de CGI. Voilà, donc on vous demande de mettre la valeur globale du prix de revient de votre stock. C'est le stock initial. On vous demande de mettre le stock final. Bon, ça c'est valable pour les commerçants, les prestataires de services n'ont pas de stock. On vous demande de mettre le montant des achats de marchandises de l'année et le chiffre d'affaires selon que vous êtes prestataire, selon que vous êtes commerçant ou autre. Ensuite, on vous demande de mettre le nombre d'employés que vous avez, le montant du loyer que vous payez, et puis c'est tout. Sur cette base-là, ils ont tous les éléments pour calculer le montant de l'impôt. Donc c'est quand même simple comparé à quelqu'un qui est au réel, qui doit déposer un bilan en fin d'année avec une déclaration fiscale et souscrire à toutes les déclarations mensuelles, à savoir la TVA et le reste. Donc, c'est un système qui est fait pour les petits contribuables. En réalité, il est plus destiné à ceux qui sont dans l'informel et qui veulent se formaliser leur activité. Donc, au lieu de leur compliquer la vie avec des bilans, des comptes par-ci, par-là, on leur dit, écoutez, tout ce dont on vous demande, c'est de tenir un carnet où vous mentionnez les recettes que vous faites tous les jours, les dépenses que vous faites tous les jours. Vous gardez vos factures et au mois de janvier de chaque année, vous venez nous voir, on vous donne un formulaire et vous le remplissez. Souvent même, ce n'est même pas le commerçant qui le remplit, il y a des consultants qui passent avec leur sacoche là. Ils font le tour des marchés, ils leur permettent de remplir les formulaires. Ils déposent aux impôts, ensuite ils calculent le montant de l'impôt et ils le payent. Et c'est un impôt qui est payable en 3 tranches. Donc vous faites le tiers que vous payez en mars, l'autre tiers en avril et le solde au mois de juin, juillet. Donc vous le divisez par 3. Donc on voit que c'est assez simple comme impôt et mode de détermination de l'impôt. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui. Je disais pour les boutiquiers ou bien les ateliers de menuiserie, tout ça là, comment ils font pour s'acquitter des impôts? Vous voyez des policiers faire le tour des magasins, fermer des magasins, etc. Ou la municipalité. En fait, c'est cet impôt-là qu'on leur demande. On vous dit, est-ce que vous avez payé votre impôt? Bon, eux, ils l'appellent PPA. Mais en réalité, c'est la CGI. Parce qu'ils savent que c'est des gens qui sont dans l'informel, qui ne sont pas au réel. Ils ne tiennent pas de comptabilité, ils ne déclarent pas. Okay? Mais on a créé à côté un système assez simple qui leur permet quand même de payer leur impôt. Et c'est la CGI. Donc ces gens-là, s'ils viennent dans votre boutique, ils vous disent où sont vos quittances d'impôt. Vous dites je n'ai rien fait. Ils vont calculer le montant de la CGI en faisant une approximation. Peut-être votre boutique fait 10 millions l'année. On va faire 2% de 10 millions et voilà le montant de votre impôt et vous payez. Si vous ne payez pas, on ferme votre boutique. C'est pour ça qu'ils font le tour avec les policiers et autres. Ces gens-là, ils sont éligibles à la CGI. Bon, ne vous méconnaissez pas, hein, les boutiquiers que vous voyez là, ils tiennent une comptabilité. Hein. Ils ont un petit carnet là, à leur manière quand même. Ce n'est pas une comptabilité formelle qui respecte les dispositions du SUSCOA, mais ils ont leur petit carnet où ils mentionnent leur chiffre d'affaires,
Ils mentionnent les crédits qu'ils ont accordés aux gens. Et même de temps en temps, ils ferment pour faire l'inventaire, parce que pour eux, ils doivent payer la zakat et autres là. Donc, ils ont des éléments d'appréciation de leur comptabilité. Maintenant, ils n'ont pas fait le pas d'aller vers les impôts parce qu'ils ont peur, parce que c'est lourd, etc. Ou ils ne connaissent pas. Donc, ces gens-là, le régime de prédilection qui est adapté à leur activité, c'est la contribution globale unique. Ils savent tous leur chiffre d'affaires. Hein? Il suffit simplement qu'ils aillent aux impôts, déposer le formulaire, dire que mon chiffre d'affaires c'est tant. Sur cette base-là, ils calculent l'impôt qu'ils payent par 3 tranches. Maintenant, s'ils ne le font pas, ben, c'est des contribuables comme tout le monde. Ils sont assujettis à l'impôt. Ils font des affaires, ils font des bénéfices. Ils doivent payer les impôts comme tout le monde. C'est pour ça que l'administration, notamment la mairie, fait le tour. Parce que, rappelez-vous, j'avais fait la distinction entre les impôts d'État et les impôts locaux. La patente est un impôt local. La CGI également, c'est un impôt local qui vient alimenter les budgets des collectivités territoriales. C'est pour ça que ces gens-là font le tour des boutiques pour vérifier s'ils ont payé leur impôt ou pas. Voilà. Et pour, par exemple, les ateliers de mécaniciens, les ateliers les transporteurs. Du moment que vous avez une activité, vous êtes assujetti à l'impôt. Okay? Maintenant, soit vous êtes au réel, vous souscrivez à toutes les déclarations qui concernent le réel, ou alors c'est trop compliqué pour vous, vous avez une petite activité. Bon, dans ce cas, vous choisissez la CGI. Il n'y a pas de régime d'exonération. Sinon, ce serait très facile d'aller vers ces activités-là pour échapper à l'impôt. Tout le monde doit payer l'impôt. Maintenant, il y a des exonérations qui sont spécifiques, ça, on le verra. On vous dira telle activité est exonérée, etc. Mais ça, c'est très limité, ça. C'est exceptionnel. C'est pour encourager le développement de certaines activités. Peut-être qu'on peut vous dire que l'activité est exonérée de TVA, d'impôts, etc. sur les sociétés. Mais ils n'échappent pas à l'impôt. Hein. Maintenant, c'est eux aussi qui font le gros nombre, le gros volume de notre activité. Ils représentent 97%, ce qui fait que parfois on ferme les yeux, quoi. Ils ont leur atelier, ils font du chiffre, ils emploient des gens, ils ne respectent pas les conditions d'emploi, donc il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de couverture maladie, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas d'impôt. On regarde, l'État regarde, ne fait rien, parce que bon, l'État se dit peut-être que c'est des entreprises un peu vulnérables, c'est des gens qui, pour éviter le chômage, ils investissent ce type d'activité-là. Je ferme les yeux là-dessus. Mais ce n'est pas parce que l'État ferme les yeux que ces gens-là échappent à l'impôt. Non. Selon la loi, ils doivent payer l'impôt comme tout le monde. Maintenant, on les a aménagés des situations beaucoup plus favorables qui respectent un peu les conditions dans lesquelles ils travaillent et les spécificités de leur activité. Est-ce que c'est clair? Donc, si vous envisagez d'ouvrir un atelier de menuiserie pour échapper à l'impôt, c'est bon? N'oubliez pas la phrase de l'Américain là, je suis sûr de 2 choses. Je vais mourir et je vais payer mon impôt. C'est presque valable maintenant dans tous les pays. Hein? Oui? Donc voilà le régime de la CGU par opposition au régime du réel. Donc on a vu l'impôt sur les bénéfices, okay, qui se calcule suivant la situation juridique, suivant le régime juridique. Okay. On a 2 types d'impôts sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. On a 2 types de régimes, du réel ou de la contribution globale unique. Donc quand on est à la contribution globale unique, on ne paye pas l'impôt sur la base du résultat réel. On le paye sur la base d'un forfait, à savoir le chiffre d'affaires, avec l'application d'un taux en fonction de l'activité dans laquelle on est, prestataire ou commerçant.
Si on est au réel, on a vu comment on détermine le résultat fiscal. C'est en partant du résultat comptable, avec les réintégrations et les déductions, on aboutit à un résultat fiscal, lequel résultat fiscal sera soumis soit à l'IS 30% ou à l'IS en appliquant du barème progressif, qu'on a vu également. Donc ça, c'est un type d'impôt parmi d'autres, l'impôt sur les bénéfices. Il y a un autre impôt que l'entreprise doit supporter également, c'est l'impôt appelé contribution globale et contribution économique locale, qui a remplacé la patente. Donc, c'est un impôt qui est dû par toute personne physique qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession est soumise par ailleurs à un régime d'imposition du bénéfice du réel. Donc, la contribution globale, contribution économique locale n'est pas appliquée à ceux qui sont à la CGI, mais plutôt à ceux qui sont au réel. Donc là, c'est clair. Hein? Quand on est à la CGI, on ne paye pas la contribution globale unique. Seulement, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'impôt qu'on a payé, la contribution globale unique elle est incluse. Seulement, elle n'est pas payée distinctement des autres impôts. Okay? Mais si on est au réel, là, c'est un impôt à part, qu'on déclare à part et qu'on paye à part, qui n'a rien à voir avec la TVA, qui n'a rien à voir avec l'impôt sur les sociétés, ainsi de suite. Ah, d'accord. Donc ça, c'est la première condition. Sont exclus de cet impôt-là les salariés au sens du code du travail. Donc les salariés ne payent pas la contribution globale unique. Donc on a la contribution sur la valeur locative avec un taux de 15%. Donc, on a vu dans l'introduction du cours qu'il y a 3 types d'impôts. L'impôt lié à l'existence, l'impôt lié à l'activité, l'impôt lié au résultat. Donc, ici, on est dans le cadre des impôts liés à l'existence. Donc, si vous créez votre entreprise et que votre activité relève des activités qui sont ciblées par le code, dites-vous bien que vous êtes assujetti à la contribution sur la valeur locative, contribution économique locale sur la valeur locative, okay, qui est un taux de 15% et qui s'applique sur les locaux loués ou occupés à titre gratuit. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui a posé la question la dernière fois. Si on n'a pas loué le local dans lequel on exerce, comment on fait? On n'échappe pas à cet impôt-là pour autant. Okay? Donc, il y a une méthode de calculer la base qui va servir de détermination du montant de l'impôt. Donc, si on a loué un local, c'est la valeur locative, donc du loyer payé, fois 15%. Si c'est un local qui nous appartient ou qu'on nous a prêté à titre gratuit, on va évaluer le montant du local. On va dire si ce local-là avait été loué, combien il allait nous coûter. Et c'est cette base-là qui va nous servir de calcul de la contribution économique locale. Donc les impôts ont horreur de la gratuité, parce que la gratuité, quand même, dans les affaires, ça sous-entend toujours quelque chose. Hein? On ne fait pas des affaires dans la gratuité. Donc même si c'est gratuit, on va évaluer. Et c'est cette évaluation-là qui va nous servir de base de calcul de l'impôt. Deuxième critère pour les... Oui. Oui. Sur la valeur locative des locaux professionnels. C'est le propriétaire du local qui loue sa localité qui paye l'impôt à 15% ou bien c'est le locataire? C'est le locataire qui paye cet impôt-là. Louez vos bureaux. Donc ça ne vous appartient pas. Vous allez voir un propriétaire qui dispose d'un local et vous la louez. Et vous utilisez ce local-là pour vos bureaux, pour vos dépôts, etc., etc. À la fin du mois, vous lui payez un loyer. C'est ce loyer-là qui va servir de base de calcul pour la contribution économique locale. Le propriétaire, lui, il y a un autre impôt qu'il doit payer, qui n'a rien à voir avec la selle. OK? Donc ici, c'est l'entreprise qui loue, c'est le locataire qui paye cet impôt-là. C'est clair?
clair, mais c'est un peu confus pour moi par rapport. Il paye en même temps la location et en même temps paye des impôts également sur. C'est un service. Vous avez loué un appartement, vous avez loué des bureaux. Ce n'est pas un impôt que vous êtes en train de payer entre vous et le locataire, le propriétaire. C'est un service. Il vous a loué son local que vous utilisez. Donc vous devez bien le rémunérer, on est d'accord. Là, l'État n'intervient pas, ce n'est pas son problème. Mais l'État vous dit qu'il y a un impôt lié à l'existence de l'entreprise que vous devez payer. Seulement, moi, ma base de calcul s'appuie sur le loyer, tout simplement. C'est que l'État n'utilise le loyer que comme base de calcul. Mais ça ne va pas dire que le loyer est un impôt. C'est l'assiette, c'est la base de calcul de l'impôt. Donc, c'est deux choses différentes. Hein? On est d'accord? Le lieu va payer 2 fois l'impôt parce que le propriétaire, il paye l'impôt sur ses revenus de location, mais en même temps aussi le locataire paye un impôt sur... c'est encore des charges, quoi. C'est pour ça que l'impôt est une charge, pardon. L'impôt est une charge, on l'a vu. Ça fait partie des charges déductibles. Et quand on passait en revue les charges déductibles, on avait bien vu là la contribution économique comme étant une charge déductible. Mais c'est un impôt que vous payez qui est destiné aux collectivités locales pour alimenter leur budget. Et cet impôt-là constitue en même temps une charge pour vous. En réalité, elle est atténuée puisque en la déduisant, vous réduisez également la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. Vous avez vu le principe. Vous avez payé cet impôt-là, 15% à l'État. Cet impôt-là est une charge. Vous la déduisez et réduisez votre assiette fiscale pour le calcul de l'impôt sur les sociétés en fin d'année. C'est comme si quelque part vous l'aviez récupéré. Mais l'État a besoin de recettes. Okay? Donc l'État trouve des moyens d'engranger ces recettes-là avec maintenant des bases différentes. Il y a trop d'impôts. Hein? Trop d'impôts tue l'impôt. C'est ce qu'on dit. Hein? Mais il n'y a pas d'État sans impôts non plus. On est d'accord? S'il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de sécurité. Donc c'est le prix à payer aussi hein, pour bénéficier de tous ces services-là. La bataille, ce n'est pas qu'il y a trop d'impôts, ce n'est pas qu'on paye des impôts, la bataille, c'est qu'il faut que tout le monde paye des impôts. Si on arrive à faire payer tout le monde, le taux des impôts va baisser. Mais le problème de notre pays, c'est qu'il y a très peu de gens qui payent pour d'autres, pour la grande masse. L'État ne fait que collecter et répartir après. Mais si l'assiette qui sert de collection ou de collecte est faible, et que l'argent soit bien réparti. Bon. Moi, je ne rentre pas dans les considérations politiques. Hein. Donc, la contribution économique locale, donc voilà son mode de calcul. Elle est assise sur le loyer payé par le locataire au taux de 15%. Okay? Maintenant, si le local appartient à l'entreprise et que l'entreprise comptabilise ce local-là ou cet immeuble-là dans son bilan, on a vu qu'il y a un impôt foncier qui s'applique sur les propriétaires d'immeubles, qu'on appelle la contribution foncière sur les propriétés bâties, qui est de 5%. Donc tout propriétaire d'immeuble, qu'il soit personne physique ou personne morale, doit payer cet impôt-là, okay, qui est de 5% sur la valeur du bien. Donc ici, si l'entreprise a son propre immeuble, elle va payer à la fois la contribution économique locale, 15%, et la contribution foncière des propriétés bâties, 5%. Donc les deux cumulés, ça fait 20%. Okay? C'est ça le sens du taux de 20%. C'est deux impôts en réalité qui sont cumulés. Mais si l'entreprise n'a pas son propre immeuble, elle ne paiera que 15%. Okay, calculé sur la base de la valeur locative.
soit l'immeuble vous appartient ou alors vous avez loué. Donc si ça vous appartient, vous payerez quand même 15%, mais plus les 5% qui n'ont rien à voir avec la contribution économique locale, hein, mais c'est un autre impôt. Mais comme c'est un impôt également local, on a cumulé les deux. Parce que le foncier bâti, l'impôt appartient aux collectivités locales également. Ça sert à alimenter le budget des communes, des mairies et autres départements. Alors là également, il y a un formulaire à remplir. Le formulaire de la contribution économique locale, valeur locative donc. Voilà les éléments qu'il faudra fournir. On vous demande de mettre la valeur brute des terrains imposés et inscrits à l'actif du bilan. On vous demande de mettre également la valeur brute des constructions. Bon, ça c'est dans le cas où vous avez un terrain ou un immeuble inscrit à votre bilan. On vous demande de mettre le loyer versé par le locataire ou un loyer estimé pour les locaux occupés à titre gratuit. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et donc, vous avez, selon que l'entreprise a un immeuble ou un terrain, un taux de 15 à 20% à payer pour cet impôt-là. Donc, la contribution économique locale a deux versions. Hein. Vous avez celle qui est assise sur la valeur locative. Vous avez également celle qui est assise sur la valeur ajoutée. Donc ici, l'assiette, ce n'est plus le loyer, mais c'est la valeur ajoutée que vous avez vue en comptabilité. Hein. Bon, on verra tout à l'heure sur le plan fiscal comment on détermine la valeur ajoutée. Donc cet impôt-là, il est calculé sur la valeur ajoutée au taux de 1%. Mais ce montant-là ne peut pas être supérieur à 70% du chiffre d'affaires. Donc, si vous avez votre valeur ajoutée, vous la comparez avec 70% de votre chiffre d'affaires. On ne veut pas vous imposer au-delà de 70% de votre chiffre d'affaires. Donc, dans le cas où votre valeur ajoutée est supérieure à votre chiffre d'affaires. Sinon, c'est 1% de la valeur ajoutée que vous devez payer. Là également, il y a un plancher. Le montant de l'impôt ne doit pas être inférieur à 0,15% du chiffre d'affaires de l'année précédente, celle d'imposition. Donc le maximum, c'est 1% de la valeur ajoutée. Le minimum, c'est 0,15% du chiffre d'affaires pour cet impôt-là. Ce minimum de 0,15% est porté à 0,075% pour les contribuables relevant des secteurs à faible marge ou ceux dans lesquels les prix sont réglementés. Donc pour certaines activités, la marge est tellement faible que si vous leur demandez de payer 1% de la valeur ajoutée, ils vont perdre de l'argent. Okay? Ou même 0,15% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup pour eux. Donc pour ces activités-là, le minimum qu'on leur demandera de payer, ce sera 0,075% du chiffre d'affaires. Mais c'est l'État qui fixe les secteurs qui sont concernés. Ceux qui vendent des céréales, du sucre, des huiles alimentaires, du lait, du ciment ou des cartes de crédit téléphonique où les marges sont très faibles, ou souvent même ces marges sont réglementées, donc ils paieront 0,075% de leur chiffre d'affaires comme minimum. Hein. Ou alors, si vous êtes revendeur de gaz butane, si vous êtes locataire gérant de stations-service ou revendeur de farine, là également, vous êtes concerné par ce taux minimum de 0,075%. Donc ça, c'est une faveur qu'on a accordée à ces activités-là, compte tenu de leurs marges qui sont très faibles. Donc pour ne pas les alourdir fiscalement, on leur a fixé un taux beaucoup plus bas que pour les autres. Donc ça, c'est un arrêté ministériel hein, qui définit les produits qui sont concernés. Alors voilà comment on détermine la valeur ajoutée. Donc vous avez les produits et vous avez les charges. Donc dans les produits, vous avez les ventes de marchandises,
de produits ou prestations de services, les redevances, la variation positive du stock, la production immobilisée. Bon, tout ça, c'est des éléments comptables, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez vu ça en comptabilité. Les plus-values de cession courante d'immobilisation, on l'a vu, hein. Quand vous vendez une machine, un véhicule, la plus-value qui se dégage, c'est un produit comptable qu'il faut mettre ici. Ensuite, vous avez les charges. Donc, produit moins charge, vous avez là la valeur ajoutée. Et c'est donc cette valeur ajoutée-là que vous devez déclarer et payer la contribution économique locale, valeur ajoutée là-dessus. Alors, après, l'administration, quand même, pour ne pas réduire la valeur ajoutée, va vous dire certaines charges ne sont pas déductibles, donc il faudra les exclure dans le calcul de la valeur ajoutée. Par exemple, l'impôt sur les bénéfices ou la taxe spéciale sur les véhicules ou les amendes. Okay? C'est des charges qui rentrent dans le calcul, qui peuvent influencer la valeur ajoutée, mais il faudra l'exclure pour déterminer la valeur ajoutée fiscale. Donc ici, c'est plus une valeur ajoutée fiscale que comptable, mais elle s'appuie quand même sur la valeur ajoutée comptable. Donc si vous allez en comptabilité, c'est comme ça qu'on détermine la valeur ajoutée, plus ou moins. Hein? Après, l'administration va introduire ses propres règles. Okay? Non, pas forcément. Hein? Elle peut ne pas être exceptionnelle, la plus. On peut faire la plus-value de cession courante, ça existe. Dans le SUSCOA, ce n'est pas une valeur exceptionnelle. Mais si ce n'est pas l'activité normale ou ce n'est pas courant dans l'entreprise, c'est une activité exceptionnelle qui ne rentre pas. C'est pour ça qu'on dit plus-value de cession courante d'immobilisation. Ici, ce ne sont pas des produits exceptionnels. Hein. Ce n'est pas la classe 8 ici, hein. C'est bien la classe 7. Bon, au même titre que la valeur locative, celle sur la valeur ajoutée également a son propre formulaire où on vous demande le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, et puis maintenant, en fonction de votre activité, vous pourrez déterminer la valeur locative. Bon, pour tous les impôts, il y a des obligations déclaratives, comme je l'ai dit. Hein. Obligations déclaratives et obligations de paiement. Pour celle sur la valeur locative, vous devez faire votre déclaration au plus tard le 31 janvier de chaque année. Okay? Sur un formulaire, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, vous le remplissez, vous le déposez. Pour la valeur ajoutée, la même chose, c'est un formulaire à remplir, mais sauf que ici le délai c'est le 30 avril, parce que la valeur ajoutée n'est pas connue au mois de janvier. Il est connu à partir de la date de dépôt du bilan. Donc comme le bilan est déposé au plus tard le 30 avril de chaque année aux impôts, donc à cette période-là, on connaît bien la valeur ajoutée de l'entreprise. Donc en plus du bilan, il faudra déposer le formulaire sur la contribution sur la valeur ajoutée. Donc date limite de dépôt, c'est le 30 avril. Ça, c'est les dépôts donc, qui sont différents des paiements. Pour la seule valeur ajoutée, au plus tard, le 31 juillet, il faudra payer l'impôt. Voilà, donc pour la seule contribution économique locale, est-ce qu'il y a des questions? On prend en ligne d'abord, s'il y a des questions. Je pense qu'on va s'arrêter là après. Il n'y en a pas. OK, donc merci pour votre attention. Et à demain, Inch'Allah, pour terminer le cours en beauté.